Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Professor Evil, la citadelle du temps, publié en 2017 par Funforge. C'est un jeu des auteurs Matthew Dunstan et Brett Gilbert. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer environ de 30 à 40 minutes. Le but du jeu va être d'infiltrer la demeure du Professeur Evil et essayer de lui dérober les trésors historiques qu'il a volés dans le temps. Donc on doit être capable de lui dérober 4 trésors avant qu'il n'en sécurise 4 pour pouvoir gagner la partie. C'est un jeu coopératif dans lequel on va avoir un système de points d'action, un peu à la pandémie si on veut. On va aussi avoir des pouvoirs uniques pour chacun des personnages qu'on va avoir choisis et on va avoir des lancements de dés pour dicter ce que le Professeur Evil va faire à la fin de chacun des tours de jeu. Alors, Professeur Evil, la citadelle du temps, je vous montre comment ça se joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va faire le placement pour une partie à 2 joueurs. Premièrement, on va mettre notre plateau au milieu de la table et on va aller placer les jetons de porte sur les lignes pointillées du plateau entre 2 tapis de couleurs. Donc on a 18 portes à placer au total. Ensuite, on va prendre la figurine du Professeur Evil qu'on va placer dans son laboratoire au début de la partie. Et on va prendre le jeton de temps qu'on va placer à la position 12 de l'horloge du plateau. On va faire une pioche avec les cartes lieux qu'on va mélanger. Une pioche avec les tuiles de piège qu'on va aussi mélanger. Et une pioche avec les tuiles de trésor qu'on va mélanger. On va placer les dés du professeur à côté du plateau. Et les jetons de trésor aussi qu'on va placer un peu plus tard. On va commencer par placer 6 pièges qui vont être inactifs sur le plateau. Donc on va prendre les 6 premiers pièges de la pioche de tuiles piège et on va piocher les 6 premières cartes de lieu et on va aller placer un piège du côté inactif dans chacune de ces pièces. Donc ici on a le hall d'entrée. Donc on va prendre le premier piège qu'on va venir placer du côté fermé dans le hall d'entrée. On va faire ça ensuite avec 5 autres pièces. Pour les 6 dernières tuiles de piège, on va les placer du côté actif. Donc on va continuer à piocher les cartes lieu tout simplement. Donc les 6 dernières cartes lieu, donc ici on aurait l'atelier. On va prendre le piège, on va le placer du côté armé et on va le placer dans l'atelier. On va faire ça avec tous les pièges restants. Ensuite, on va reprendre les cartes lieux qu'on va remélanger pour reformer une pioche qu'on va utiliser pour placer les 3 trésors initiaux. Donc, on va piocher la première carte de lieu, donc ici la salle des trophées. On va prendre la première tuile de la pioche de tuiles trésor qu'on va aller placer dans la salle des trophées. Et ensuite, on va lui assigner le marqueur rouge. Et comme il y a un temps de 45 minutes pour récupérer ce trésor, on va placer le deuxième jeton rouge à 45 minutes du jeton de temps, qui est présentement sur la position 12, donc on va le placer sur l'horloge à 45 minutes. On va piocher une deuxième carte de lieu pour un deuxième trésor dans le hall d'entrée. On va venir placer un trésor, la couronne de la reine. On va lui assigner le jeton vert et on va placer le jeton à 50 minutes du jeton de temps sur l'horloge. On va faire la même chose pour un troisième trésor. Donc dans le parloir, on va avoir un trésor ici. L'arche d'alliance qu'on va lui donner la couleur bleue et qu'on va placer à 40 minutes sur l'horloge. Chacun des joueurs va se choisir un personnage, va prendre la tuile de son personnage qu'il va placer du côté inactif. De l'autre côté, on a le pouvoir du personnage qu'on peut gagner en cours de partie. On va aussi recevoir un petit paquet de cartes, de 6 cartes d'action associées à son personnage, ainsi qu'un petit standee pour représenter son personnage sur le plateau. On va déterminer le premier joueur de façon aléatoire, et ensuite on est prêt à commencer la partie.
Pour remporter la partie, les joueurs devront capturer 4 trésors avant que le professeur ne réussisse à en capturer 4 lui-même. Pour capturer des trésors, les joueurs devront se promener dans le manoir du professeur Evil, désamorcer les différents pièges qui sont demandés sur les tuiles de trésors pour pouvoir les capturer avant que le temps requis pour le capturer ne soit écoulé. Chaque tour de jeu se déroule en 3 phases. Dans la première phase, le joueur actif va piocher les 2 premières cartes d'action de son paquet. Il va les révéler et ensuite va les lire à haute voix pour informer ses coéquipiers des différentes actions qu'il pourra utiliser dans son tour. Donc ici, échanger de place avec un autre joueur ou déverrouiller toutes les portes de 2 pièces où vous êtes allé à ce tour. On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase d'action. Chacun des joueurs possédera 3 actions à dépenser pendant cette phase et il pourra aussi utiliser pendant son tour gratuitement une des 2 cartes d'action qu'il a révélées pour le tour de jeu. Donc cette action-là est gratuite, ça devient comme un peu une 4e action si on veut. Avec nos actions, on peut évidemment se déplacer dans le manoir, on peut déverrouiller les portes qui s'y trouvent, on peut désactiver un piège qui est armé, ou on peut récupérer un trésor si on a toutes les conditions demandées par ce trésor. Un joueur peut effectuer plusieurs fois la même action dans son tour de jeu et il peut les faire dans l'ordre qu'il le souhaite. La première action est le déplacement. Évidemment, au début de la partie, les joueurs sont à l'extérieur du manoir. Ils devront prendre une action pour pouvoir rentrer dans le manoir par une des 3 fenêtres. Donc, on peut rentrer par la fenêtre de la bibliothèque, par la fenêtre de la salle de bal ici en arrière ou par la fenêtre de la galerie. Alors, pour une action, le joueur pourrait rentrer, par exemple, dans la bibliothèque. On ne peut pas se déplacer au travers des portes quand elles sont verrouillées. Alors, si le joueur veut continuer de se promener dans le manoir, il devra utiliser une action pour déverrouiller une des 3 portes. Alors, s'il prend une action de déverrouillage, il va enlever simplement une porte du plateau. On va retirer le jeton et ensuite il pourrait prendre une autre action de déplacement pour aller dans le cellier. Si le professeur Evil se trouvait dans la bibliothèque, le joueur qui est ici ne pourrait pas prendre d'action de déplacement pour rentrer dans la bibliothèque comme le professeur Evil s'y trouve. Si on a un pouvoir ou une carte spéciale qui nous permet de le faire, on peut le faire, mais dans les règles normales du jeu, on ne peut pas entrer la même pièce que le professeur Evil. On ne peut pas non plus prendre une action de déplacement pour sortir du manoir par la fenêtre pour me cacher ou me sauver. Donc on doit rester dans le manoir et se déplacer à l'intérieur de celui-ci. On peut désamorcer les pièges qui sont actifs dans le manoir. Donc si je prends un déplacement pour aller dans le cellier ici, on voit que le piège dans le cellier est activé. Donc je pourrais prendre une action pour désactiver le piège et tout simplement retourner la tuile du côté éteint. La dernière action est de ramasser une tuile trésor, mais pour ce faire, il y a des conditions à respecter qui sont indiquées sur la tuile. Si je peux ramasser la couronne de la reine, il faut que j'ai désactivé tous les pièges qui sont représentés par les icônes sur la tuile de trésor. Donc tous les pièges de scie doivent être désactivés, tous les pièges de caméra doivent être désactivés, ainsi que la console doit être désactivée sur le plateau. Si c'est le cas, je peux prendre une action et ensuite récupérer le trésor, que nous allons immédiatement placer du côté des trésors récupérés. Et lorsqu'on en aura récupéré 4, on va gagner la partie. Par contre, si le professeur réussit, lui, à récupérer des trésors du côté des trésors perdus, s'il en récupère 4 avant nous, c'est lui qui va gagner la partie. Lorsqu'on a récupéré un trésor aussi, on va réarmer tous les pièges qui étaient indiqués sur la tuile de trésor. Donc la console va se réactiver, les 2 caméras vont aussi se réactiver et les 3 scies vont se réactiver. Donc on aura beaucoup de boulot à faire côté piège pour pouvoir aller chercher un autre trésor. Par la suite, on va enlever le jeton sur l'horloge de la couleur du trésor qu'on vient de récupérer. Et on va immédiatement aller en placer un nouveau trésor en piochant une tuile trésor et en piochant une carte de lieu. Donc ici, l'atelier. On va aller placer le trésor dans l'atelier et on va placer le jeton de couleur sur la tuile trésor. Et à 55 minutes du marqueur de temps, on va aller placer le 2e jeton de couleur. N'importe quand pendant sa phase d'action, le joueur peut décider d'utiliser ses cartes d'action spéciales qu'il a piochées au début. Donc ici, je pourrais décider d'utiliser la carte qui me permet de déverrouiller toutes les portes de 2 pièces où vous êtes allé à ce tour. Donc si je suis rentré dans la bibliothèque et que j'ai fini mon tour dans le cellier, donc je pourrais débarrer toutes les pièces qui étaient dans la bibliothèque et dans le cellier, retirant ainsi 4 portes du plateau.
Ensuite, mes 2 cartes que j'ai piochées dans ce tour-là, je vais les défausser face visible sous ma pioche de cartes action. Lorsque sa phase d'action est terminée, le joueur actif va passer à la 3e phase, qui est la phase du professeur Evil, qui va demander d'utiliser les dés. Donc les 2 dés blancs vont représenter ce que le professeur va faire, et le dé noir va représenter le temps qui s'écoule sur l'horloge centrale. Alors le joueur actif va tout simplement lancer les 3 dés et résoudre les effets obtenus. Le premier dé blanc du professeur, on a les symboles de chevron. Donc on peut avoir 2 chevrons, on peut avoir 1 chevron ou 3 chevrons, ce qui est la quantité de pièces que le professeur va se déplacer. La couleur va indiquer la direction dans laquelle le professeur va se déplacer. Donc, il va suivre les tapis rouges et se déplacer de 2 pièces en suivant les tapis rouges. Donc, si mon professeur est dans le laboratoire, le tapis rouge est ici, donc il va bouger d'une pièce. Et ici, on a un autre tapis rouge. Mon professeur va bouger d'une 2e pièce. Lorsqu'il traverse une porte qui n'est pas barrée, il va tout simplement la rebarrer. Donc, on va replacer un petit jeton de porte sur le plateau. Si le professeur arrive dans une pièce qui a un piège désarmé, il va automatiquement réarmer le piège, on va le remettre du côté actif. Et s'il y a un joueur dans la pièce où le professeur arrive ou passe, le joueur va tout simplement se sauver pour ne pas se faire attraper par le professeur et il devra retirer son jeton du plateau et il recommencera son prochain tour de jeu à l'extérieur du manoir. Donc il devra reprendre une des fenêtres pour pouvoir rentrer. Le 2e symbole possible, si le professeur ne bouge pas, il peut utiliser un passage secret. Donc le symbole de la flèche. Donc il va utiliser un passage secret pour se rendre au trésor rouge directement. Donc ici c'est le dé avec les couleurs. Là. Donc le trésor rouge est ici dans la salle des trophées. Donc le professeur ferait un déplacement, il se téléporterait dans cette salle-là en fait. Et il va barrer toutes les portes dans la pièce où il a utilisé son passage secret. Donc on rajouterait une porte sur le plateau ici. Si le piège n'était pas armé, il le réarmerait évidemment. On a aussi un symbole d'horloge sur le dé blanc. Donc on a une horloge avec un 5 et une horloge avec un 10. Si on obtient l'horloge avec un 5, ça veut dire qu'on va avancer, on va reculer en fait le trésor 5, ce qui va nous laisser 5 minutes de moins pour pouvoir le récupérer. Donc on le bougerait d'une case ici là, dans l'horloge. Si ça avait été à la place un 10, ben là on aurait bougé de 10 minutes, donc on aurait parti faire 5-10 minutes de moins pour récupérer le trésor rouge. Ensuite, on a le dé noir. Le dé noir, on a 5 faces où il y a un seul symbole d'horloge. On va tout simplement avancer le marqueur de temps de une case sur l'horloge. Et si jamais on avait roulé une chance sur 6 là, de rouler 2 symboles d'horloge, puis on aurait avancé tout simplement d'un total de 2 cases sur l'horloge avec le marqueur de temps. Si le marqueur de temps arrive sur la case 3 ou la case 9, qui sont des cases spéciales, les joueurs pourront activer un de leurs pouvoirs de personnage. Donc, un des 2 joueurs pourra prendre sa tuile de personnage et la retourner du côté où il y a son habileté. Donc, l'habileté du haut est une habileté permanente. Donc, ici, pour Nathan Goodspeed, avant de faire vos actions, vous pouvez vous rendre dans une pièce adjacente au professeur. Donc, ça peut être très pratique pour se déplacer. Et on va avoir en bas une habileté unique. Donc, retournez cette tuile à votre tour pour effectuer autant d'actions de déplacement que vous le désirez lors de ce tour. Par contre, lorsqu'on fait le pouvoir unique, on va retourner notre tuile de l'autre côté. Alors, on va perdre l'usage de notre pouvoir permanent aussi. Par contre, on pourra le réactiver plus tard dans la partie si jamais le marqueur de temps retourne à un espace soit au 9 ou au 3. Si jamais le marqueur de temps avance et arrive sur la même case qu'un marqueur de trésor, ce trésor sera perdu. On a pris trop de temps pour venir le chercher et c'est le professeur Evil qui va le sécuriser. Alors, on va tout simplement faire la même chose que quand on gagne un trésor. On va enlever les jetons de couleur. On va prendre le trésor, on va aller le placer sur les trésors perdus sur le côté du plateau. Et ensuite, on va tout simplement replacer un nouveau trésor. Donc ici, on va piocher une tuile trésor. On va prendre une carte de lieu. Donc ici, on aurait le laboratoire. Donc on placerait dans le laboratoire un nouveau trésor. Et on va ensuite le placer à 50 minutes du marqueur de temps. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30,
40, 45, 50 minutes. Donc ça nous laisse 50 minutes pour le récupérer. Et on va placer aussi l'autre jeton sur le trésor. Donc il y aura toujours 3 trésors en jeu là, pour les joueurs. Si les joueurs réussissent à capturer des trésors et se rendre à 4 trésors avant que le professeur ait réussi à sécuriser 4 trésors, ils remporteront la partie. Si jamais c'est le contraire, si c'est le professeur Evil qui réussit à capturer 4 trésors en premier, les joueurs vont perdre la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Professor Evil et la citadelle du temps. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Professor Evil et la citadelle du temps? On va commencer par les côtés positifs. Un jeu qui est très beau, très bien illustré. Donc on a un beau plateau très coloré, les couleurs, les lieux. Donc ça ressemble au plateau de Clou étrangement avec des pièces, des noms de pièces, tout ça. Mais c'est pas du tout le même type de jeu. Le matériel est quand même très bien aussi en général. On a quand même beaucoup de choses. On a les cartes, on a des tuiles pour les personnages, des tuiles pour les trésors. On a des jetons de bois aussi pour l'horloge, le marqueur de temps, tout ça, les petits standees pour nos personnages qui fonctionnent très bien. Moi, je vis très bien à utiliser ça comparativement à des figurines. Donc, c'est pas nécessairement un jeu qui aurait gagné à avoir eu des figurines. Donc, on s'assume et on choisit les standees, puis ça fait très bien la job. On les voit très bien sur le plateau. Il n'y a pas de problème avec ça. Le jeu, les règles, c'est assez simple. C'est un coop qui est quand même très casse-tête, très mathématique. On planifie, on voit le temps qu'on a pour récupérer chacun des trésors. Des fois, on doit justement sacrifier un trésor, dire ok, on va se concentrer sur ces deux-là, mais le troisième qui est là, on va l'oublier, on va laisser le professeur s'en aller avec ça, puis on va se concentrer sur ce qui s'en vient. Donc on peut quand même planifier beaucoup ce qui se passe, mais il y a quand même un petit peu d'imprévisibilité parce que le professeur, lui, ce qui détermine son tour de jeu, c'est les dés. Donc quand même qu'on peut planifier le plus possible nos affaires, ben des fois, le trésor qu'on voulait aller chercher dans 3 tours vient d'avancer de 2 tours sur l'horloge. Là, on n'a plus assez de temps pour aller chercher. Donc il faut changer notre stratégie, il faut qu'on s'adapte à ce que le jeu va nous lancer. Fait que je trouve ça le fun. On a besoin de planifier quand même beaucoup de choses pour savoir où on s'en va, mais qu'il y a toujours un espèce de petit moment où on fait comme ah là ça marche plus ce qu'on avait pensé, puis là faut qu'on se retourne de bord. Donc on vit quand même des beaux petits moments de tension avec le jeu, la façon qu'il va nous lancer une belle courbe là, avec justement ce que le professeur fait, ce qui est un peu imprévisible. Ou des fois, on est placé à une place pour récupérer un trésor, puis là, le professeur joue, il bouge, il se déplace de beaucoup, il vient nous sortir du plateau, puis là, on est comme, mais là, il faut que je recommence à l'autre bout, puis là, c'est long, puis j'ai pas assez de temps pour aller chercher le trésor. Fait qu'il faut vraiment qu'on s'adapte par rapport à ce qui va arriver dans la partie, en fait. J'aime beaucoup aussi la diversité des personnages, les petits pouvoirs des personnages quand on va activer notre tuile de l'autre côté. C'est le fun de pas nécessairement partir avec ce pouvoir-là puis de le découvrir en cours de partie. Puis justement, le fait qu'on choisit celui qu'on active, ben on va choisir celui qu'on a besoin présentement dans la situation où on est. On serait mieux qu'on active ton pouvoir, ça va être pratique tout de suite. Donc ça, c'est intéressant, ça donne un peu de contrôle aux joueurs. Les cartes d'action aussi, c'est super cool, les petites actions des personnages. On a seulement 6 cartes, donc on peut avoir les mêmes actions qui vont revenir plusieurs fois dans la partie si on joue plusieurs tours de jeu, évidemment. Donc ça, c'est vraiment le fun. Ça aussi, ça fait que ça nous donne un peu d'options. On a des choix, mais on n'a pas tant de choix que ça, mais assez de choix pour des fois avoir à faire une petite réflexion. Donc c'est un jeu coop qui est très agréable, très efficace, que ce soit à 2, à 3, à 4 joueurs. Je l'ai essayé à 2, à 3, à 4, puis ça roule quand même tout le temps très bien, donc il n'y a pas de problème au niveau du scaling du nombre de joueurs, donc ça devient toujours agréable, toujours un beau casse-tête, des bons moments, il y a quand même des idées qui sont intéressantes. J'aime beaucoup le système avec l'horloge, le temps, la façon qu'il s'est placé, la façon que justement on sait qu'est-ce qui s'en vient, on sait qu'à peu près on a combien de tours. Pour prévoir nos coups, tout ça. Donc c'est visuellement bien fait, visuellement facile de se retrouver aussi dans le jeu-là. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de texte, à part les petites cartes d'action de personnages. Tout le reste, c'est vraiment... il y a 4 actions de base, fait que il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre en tant que tel. Fait que c'est quand même facile d'embarquer dans ce jeu-là. Je classerais peut-être un jeu coopératif d'initiation, si on veut, pas très compliqué, mais qui demande quand même une certaine réflexion puis de jaser autour de la table. Donc ça, c'est très intéressant.
Pour les côtés peut-être un peu négatifs, les jetons de porte ils sont vraiment minuscules sur le plateau, donc des fois c'est pas nécessairement évident de toujours bien les voir ou les voir rapidement. Donc ça aurait pu être quelque chose d'un peu plus haut, ou je sais pas, des petits standees de porte comme dans HeroQuest, des choses comme ça, je sais pas. Sinon, c'est un jeu qui est simple. Ce qui est une bonne chose. Par contre, comme il n'y a pas beaucoup de variables à analyser dans le tour d'un joueur, c'est un jeu qui est très propice aux joueurs alpha. Généralement, j'essaie de faire attention quand je joue avec d'autres joueurs, des jeux coopératifs, j'essaie de les laisser aller puis de les laisser expérimenter leurs affaires, mais dans ce jeu-là, le joueur a 2 choix d'action avec ses cartes. Il va faire une des 2, puis ensuite, dans son tour de jeu, il y a 3 actions à faire parmi les 4 actions qu'il peut faire en fait. Fait que c'est quand même assez facile de dire à un autre joueur, ben ok, ben là tu devrais faire cette carte-là, ou tu devrais aller faire telle affaire. Ah oui, c'est vrai, je vais te laisser jouer ton tour. Fait que des fois, il y a tellement peu de choses à analyser qu'on dirait qu'on a le goût d'aller tout dire aux autres quoi faire, puis de prendre le lead, puis d'y aller. Mais tu sais, c'est sûr que ça va être un petit peu plate si on dit à tout le monde quoi faire. Fait que je pense qu'il faut se donner une petite idée générale de où on veut aller, quel trésor on veut se concentrer, puis laisser un petit peu les joueurs jouer leur tour là, comme bon leur semble. Donc faites vraiment attention avec ce jeu-là pour pas trop être un joueur alpha et laisser les autres s'amuser. Somme toute, je vais lui donner à Professeur Evil et la Citadelle du Temps une note de B. Donc c'est un bon jeu coopératif qui est simple, un puzzle vraiment intéressant, vraiment mathématique, vraiment un jeu de planification, d'essayer d'optimiser aussi où on est, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. Donc c'est une belle utilisation du système de points d'action avec les joueurs. On a des choix qui sont intéressants au niveau des pouvoirs, au niveau des cartes d'action. Donc vraiment des petits choix intelligents, des petits choix intéressants. Donc super belle expérience de jeu là, avec ce petit jeu coopératif. Donc je vous recommande ça. Si vous cherchez un petit jeu peut-être coopératif plus simple, plus léger ou plus en famille, c'est peut-être quelque chose que ça va vous tenter. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer sur notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous visiter sur passionboardgames.com. Vous pouvez aussi aller faire des dons sur notre campagne Patreon. Et vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur l'excellent site jeudéclic.com. Et moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.